La présentation qui suit a été produite par Noémie Fizet et Juliette Tremblay dans le cadre du cours de biologie organismes pluricellulaires au Collège Lionel-Gros. Cette présentation se concentrera sur une maladie nommée l'apnée du sommeil. Lorsque nous fermons les yeux et nous nous abandonnons au sommeil, nous nous attendons à retrouver le repos et la régénération. Cependant, pour de nombreuses personnes, une menace insidieuse se glisse dans l'obscurité de la nuit, l'apnée du sommeil. Ce trouble du sommeil caractérisé par des pauses respiratoires récurrentes peut perturber profondément notre repos et avoir un impact considérable sur notre santé globale. Pour commencer, cette présentation cherchera à expliquer ce qu'est l'apnée du sommeil, les symptômes et les causes de ce syndrome. L'histoire de l'apnée du sommeil va être brièvement décrite et par la suite, 2 traitements seront expliqués. Finalement, une conclusion sera faite. L'apnée du sommeil est une pathologie sérieuse qui provoque des arrêts répétitifs du flux respiratoire durant le sommeil. Ces arrêts respiratoires, ou apnées, durent environ 10 à 30 secondes et peuvent survenir à plusieurs reprises au cours de la nuit, suffisamment pour perturber le sommeil et réduire la quantité d'oxygène et augmenter le taux de dioxygène dans le sang. Il existe 3 types d'apnée du sommeil, mais nous allons nous concentrer sur les 2 premiers. L'importance du syndrome d'apnée du sommeil se mesure au nombre d'apnées-hypopnées par heure de sommeil. Entre 5 et 15, l'apnée du sommeil est légère. Entre 16 et 30, l'apnée du sommeil est modérée et si l'indice d'apnée-hypopnée est supérieur à 30, l'apnée du sommeil est sévère. Cependant, l'apnée sévère est moins fréquente. Parmi les symptômes, on retrouve la somnolence diurne, soit le besoin de dormir durant la journée, des ronflements sonores suivis de pauses silencieuses, quoique pas obligatoires, un manque de souffle ou un étouffement durant le sommeil, un mal de tête matinal, de l'irritabilité et des sauts d'humeur, une mauvaise concentration ou des pertes de mémoire, une perte de libido et de la somnolence au volant. Certains facteurs augmentent le risque de souffrir d'apnée du sommeil, tels que l'obésité, la forme du visage, menton reculé, fuyant, visage étroit, petite mâchoire, la taille augmentée des amygdales, une circonférence du cou élevée, des antécédents familiaux, l'âge, le sexe, la ménopause, les allergies respiratoires, la consommation de tabac et une obstruction nasale imposant la respiration par la bouche. De plus, si vous êtes affecté par les conditions médicales suivantes, vous présentez un risque accru de souffrir d'apnée du sommeil. Hypertension, dépression, antécédents d'infarctus du myocarde, fibrillation auriculaire, diabète, taux de cholestérol élevé, hypothyroïdie, soit déficit en hormones thyroïdiennes. Une apnée du sommeil non traitée peut causer de sérieux problèmes de santé et entraîner les complications qui suivent. Le diabète, une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires, la somnolence, donc un risque accru d'accident, la dépression ou l'anxiété, une diminution de la libido, ainsi qu'une baisse de l'espérance de vie supérieure à l'effet de la cigarette. L'apnée obstructive du sommeil est l'apnée la plus fréquente. Durant un sommeil normal, les muscles qui contrôlent la langue, le palais mou et les parois du pharynx maintiennent les voies respiratoires ouvertes. Chez les personnes souffrant d'apnée du sommeil, certains muscles de la gorge se relâchent, les voies aériennes bloquent donc partiellement ou complètement le passage de l'air durant la respiration, entraînant une baisse d'oxygène dans le sang. L'apnée centrale du sommeil est rare comparativement à l'apnée obstructive du sommeil. Elle est causée par un problème de contrôle de la respiration dans la partie du cerveau appelée tronc cérébral. Le tronc cérébral ne répond pas de manière adaptée aux variations du taux de dioxyde de carbone. En conséquence, pendant le sommeil, les personnes qui présentent une apnée centrale du sommeil peuvent faire des pauses dans leur respiration où elles peuvent respirer moins profondément et plus lentement que la normale. Côté historique, dès le 18e siècle, certains écrits médiévaux français mentionnaient déjà un syndrome diagnostiqué à la tombée de la luette. Les questions du luette enflée, d'un manque de sommeil et d'une santé générale altérée. De nombreux personnages historiques ayant joué un rôle de premier plan dans l'histoire en furent atteints, tels que Dionysos d'Héraclée, Winston Churchill et encore Napoléon Ier. Longtemps ignoré, le syndrome d'apnée du sommeil a été décrit en 1956 sous le nom de syndrome de Pickwick, lorsqu'un groupe de médecins américains a remarqué que certains de leurs patients obèses se plaignaient de fatigue extrême et qu'ils pouvaient s'assoupir de manière totalement involontaire. Les médecins ont cependant incorrectement attribué cette envie irrésistible de dormir au mélange de 2 facteurs, le surpoids et un taux anormalement élevé de dioxyde de carbone dans le sang. En 1965, Henri Gastaud remarque chez des patients endormis atteints de syndrome de Pickwick des arrêts répétés de la respiration. C'est alors qu'on nomme le nom d'apnée, terme composé du grec a privatif et du verbe grec pné signifiant souffler ou respirer, donc priver de respirer. En 1972, Christian Guilleminault définit le syndrome d'apnée obstructive du sommeil par la présence de plus de 5 apnées par heure de sommeil chez le patient. En 1981, le premier traitement constamment efficace est créé par le Dr Sullivan, la ventilation par pression positive continue. Après avoir étudié les rythmes de la respiration des chiens victimes d'apnée pendant leur sommeil, il élabore un masque adapté au museau des chiens. Après avoir rencontré un homme sévèrement atteint d'apnée, il teste avec succès son invention sur l'homme.
Le traitement consiste à utiliser un appareil à pression positive continue pour ouvrir les voies respiratoires en y insufflant de l'air de façon continue à une pression prédéfinie au moyen d'un masque facial ou nasal. Cette pression maintient la gorge ouverte lorsque la personne inspire. C'est la façon la plus facile de traiter l'apnée du sommeil, même la plus grave. Le traitement par artère d'avancée mandibulaire consiste à porter un appareil fabriqué sur mesure par un dentiste ou un orthodontiste pendant le sommeil. Il maintient la mâchoire inférieure dans une position avancée pour faciliter le passage de l'air. L'utilisation d'une orthèse est recommandée aux personnes souffrant d'une apnée légère ou modérée ou lorsqu'il est impossible d'utiliser le traitement par pression positive continue. En conclusion, il est essentiel de prendre conscience de l'importance de l'apnée du sommeil en tant que trouble courant, mais souvent sous-diagnostiqué. L'impact de ce trouble sur la santé et la qualité de vie des personnes atteintes ne peut être ignoré. En comprenant les symptômes, les facteurs de risque et les options de traitement disponibles, il est possible de travailler ensemble pour sensibiliser, diagnostiquer et traiter efficacement l'apnée du sommeil. Néanmoins, il est crucial de se rappeler que chaque nuit passée sans sommeil réparateur est une nuit volée à notre existence. Comme le disait si justement Ralph Waldo Emerson, le sommeil donne à chaque homme une seconde chance dans la vie. Nous devons envisager l'avenir avec une curiosité renouvelée, prêt à explorer les mystères de notre propre sommeil. Qui sait quel autre mystère le sommeil nous cache?